Amis du lundi hardi, bonsoir et bienvenue pour un nouveau rendez-vous de la réinformation en compagnie des réinformateurs en culotte courte. Avec Richard Dessès, directeur de la rédaction de Radio Courtoisie, Arthur de Vatrigan, directeur de la rédaction de l'Incorrect, Xavier Van Lierde, journaliste administrateur de Radio Courtoisie, et Jean-Yves Le Gallou, président de Polémia, avec Claudio à la technique. Au menu ce soir, et alors que l'année scolaire touche à sa fin, nous nous poserons une question essentielle. Les professeurs de nos chères têtes brunes sont-ils de plus en plus nuls ? Peut-on redresser la barre et comment ? Scandale chez les scouts de France, ensuite, qui viennent d'élire à leur tête, à la tête de leur mouvement, donc une certaine Marine Rosset. Alors apparemment, c'est une idée assez saugrenue, et non, c'est vrai, si j'en crois ce que je lis, parce qu'apparemment, si elle est très investie, et depuis longtemps, aux scouts de France, où elle a manifestement la confiance de tout le monde. Pas de l'aumônier. Pas de l'aumônier. Bah écoutez, il fallait bien qu'il y en ait un. Personnellement, moi j'ai découvert cette personne il y a 4 jours, mais j'avoue que je m'attendrais plus à la rencontrer dans un sauna gay, comme les fréquente Arthur de Vatrigan, ou une réunion... Uniquement quand j'enquête. Ou une réunion en non-mixité genrée du label Gwyn. Le label Gwyn existe. Je l'ai découvert en préparant cette émission. Donc, l'avoir là-dedans plus facilement donc, que dans une fête paroissiale, un pélé ou un camp scout. Et voilà, nous vous dirons pourquoi dans un instant. En parlant de déviant. Alors, le déviant, je le dis absolument avec sérénité, sans aucune intention malveillante, puisque c'est la traduction française de l'anglais queer, dont se réclament donc les susnommés, si je puis dire, déviant et queer. Donc, nous nous pencherons prudemment sur la Gay Pride, qui avait lieu samedi à Paris, et où on a pu voir la jeune Maëlys Clausel, journaliste à ligne droite. Richard Dessès. Absolument. Alors, qui en a parlé ce matin et qui a réalisé un petit reportage tout à fait amusant. Voilà, donc on peut rassurer ses admirateurs. Avec des hommes à tête de chien. On rassure ses admirateurs et ses parents. Elle y était donc en service commandé sur ordre de Richard Dessès. Exactement. Qui en profitait, lui, pour assister à des messes tradies au Barou. Et on voit comment on répartit les tâches à ligne droite. Et je tiens à dire à ses parents que quand on lui a tendu un tract LFI, elle a refusé de le prendre. Bravo. Toujours homo, jamais facho, ne lui a absolument pas déclenché le moindre enthousiasme. Mais non. Toujours facho, jamais homo. Allez, ici trouvez aussi donc des membres du collectif Eros qui se revendiquent patriotes et homosexuels militants. Et ce collectif, donc c'est les membres de ce collectif, si je puis dire, ont tenu à défiler avec les gauchistes en goguette. Et donc nous allons nous demander s'il est bien indispensable ou nécessaire de copier nos ennemis pour faire avancer la cause patriotique. Donc ce défilé était-il un coup d'éclat ou un alignement sur des valeurs qui nous sont intrinsèquement étrangères ? Défiler avec une plume bleu, blanc, rouge dans le derrière, est-il de droite ? Nous poserons la question à notre spécialiste. Le suspense est à son comble et je vous donnerai mon avis sous peu, nuancé comme vous l'imaginez. Et enfin, voilà, nous ferons un point sur les suites données en Angleterre au scandale des grooming gangs, donc là beaucoup plus sérieux. Même si d'ailleurs la participation de groupes se disant de droite à ce genre de manifestation est un vrai sujet parce que réellement, après tout, pourquoi pas ? Ce sera, à mon avis, un vrai débat, parce qu'il y a réellement du pour et du contre. En tout cas, les grooming gangs, donc, ces groupes de musulmans pakistanais, qui, avec la complicité passive ou active des autorités anglaises, ont violé et asservi des milliers de jeunes filles blanches. Voilà, c'est un sujet extrêmement important, donc nous ferons un point sur la situation. Chers auditeurs, vous savez que vos messages sont les bienvenus. Vous pouvez nous écrire par courriel à courtoisie@rc.fr, ou téléphoner directement à Marie-Hélène au 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85. Mais avant de parler des patriotes queer, des scouts de France, des violeurs pakistanais et de la faillite de l'enseignement républicain, nous allons parler, si vous voulez bien, de Radio Courtoisie. Parce que c'est un vrai sujet, c'est important, parce que nous avons traversé, je l'avais dit, une passe difficile. On voit que de plus en plus de médias alternatifs, plus ou moins fiables, plus ou moins indépendants, plus ou moins dépendants, se développent. Et il est important pour nous de bâtir une meilleure radio, techniquement en phase avec les exigences de notre temps, mais aussi en phase avec les aspirations de nos auditeurs et avec les valeurs qui nous permettent de défendre la France française, celle que nous aimons, sans jouer aux mercenaires de puissances étrangères, de rabatteurs pour telle ou telle politique,
et bien sûr donc de garder la culture au cœur de notre message. Alors, nous avons bâti cette enquête depuis longtemps déjà, ça fait presque un an que nous y travaillons. Donc je donne peut-être la parole à Xavier Van Lierde qui en a été l'un des maîtres d'œuvre. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette enquête donc, et de ses finalités ? Oui, volontiers, bien sûr. Merci. Cette enquête est importante en réalité parce qu'elle révèle et elle poursuit, elle incarne ce qu'est Radio Courtoisie. Radio Courtoisie est en réalité l'un des rares médias qui appartient réellement à ses auditeurs. Comme vous le savez, Radio Courtoisie n'est pas financée par des subventions publiques, ni par la publicité, mais ne survit que grâce aux liens intrinsèques qu'elle a avec donc ses auditeurs, qui sont également, pour une part, trop faible, mais importante toutefois et déterminante, ses donateurs. Et ce questionnaire vise à... Alors bien entendu, nous ne pouvons pas connaître tous nos auditeurs. Nous recevons des messages d'auditeurs, nous avons pu les rencontrer à de nombreuses occasions, mais pas tous, car ils sont extrêmement nombreux. Et ce questionnaire est l'occasion cette enquête est l'occasion de leur poser un certain nombre de questions, de mieux les connaître, de mieux cerner ce qu'ils pensent de la radio, ce qu'ils attendent de la radio, la façon dont ils souhaitent qu'elle évolue, car... Petit rappel, c'est la première question qu'il leur est posée. Depuis quand écoutez-vous Radio Courtoisie ? Il se trouve que c'est une question qui est pertinente, car Radio Courtoisie existe depuis 1987. Imaginez-vous, 1987, ça fait bientôt 40 ans, nous fêterons bientôt les 40 ans de Radio Courtoisie. Et donc, bien évidemment, il y a donc déjà 2 générations, au sens strict du terme, qui constituent nos auditeurs, et peut-être... ont-ils des choses à nous apprendre sur la façon dont elle a évolué, mais aussi dont ils souhaitent qu'elle évolue. Et donc nous souhaitons les associer à cette réflexion. En quelque sorte, l'enquête de Radio Courtoisie, cette enquête vise à développer notre intelligence collective. Nous ne prétendons pas, comme la plupart de nos dirigeants actuels, tout savoir, tout pouvoir faire depuis nos propres petits conciliabules, mais au contraire, essayer d'être à l'image, le reflet des attentes du peuple de Radio Courtoisie qui nous accompagne depuis une quarantaine d'années. Et voilà, tout au long de ces questions, nous allons leur demander des questions extrêmement ouvertes. Préférez-vous par exemple les formats d'émissions ? Préférez-vous les entretiens, les débats, les tables rondes, les éditoriaux, les reportages, des enquêtes ? Alors attention, ce sont des questions très ouvertes, mais quand même assez bornées. On va leur demander, préférez-vous des entretiens de droite à des débats de droite ? Ou des tables rondes de droite à des reportages de droite. Enfin, voilà. Donc, certains auront le droit de répondre qu'ils préfèrent des choses de gauche. Voilà. Et ils ont tout à fait le droit de répondre, et ils ont tout à fait le droit, même s'ils sont de gauche et s'ils ne sont pas d'accord, de néanmoins continuer à être nos donateurs. Enfin, trêve de plaisanterie. C'est important pour nous de mieux comprendre leurs attentes et aussi de recueillir leurs idées, car nous sommes réellement persuadés, et nous le constatons d'ailleurs à travers le courrier des auditeurs, qu'ils ont souvent de bonnes idées à nous apporter. Oui, et de bonnes critiques aussi, parfois de bonnes remarques. Et surtout, effectivement, nous faisons cette radio, nous prenons le micro tous les jours. Alors d'abord parce que ça nous semble important de transmettre des informations, des idées, des messages, des analyses, mais aussi parce que nous avons envie de faire plaisir aux gens qui nous écoutent, c'est-à-dire soit de leur remonter le moral, soit de les mettre en garde contre des périls. Et voilà, donc il faut vraiment que ce soit fait en commun et avec eux. En tout cas, c'est pour eux que cette radio existe. Donc c'est important de leur donner réellement la parole, contrairement à ce qui se fait parfois sur les gros médias commerciaux, où en gros, on se contente d'essayer de les gaver avec, comme disait l'autre, le temps de cerveau disponible à libérer. Donc nous voulons créer du temps de cerveau utile pour leur bien. Donc, on peut répondre. Je ne sais pas si, Richard, vous avez un mot à dire sur cette enquête, si vous sentez des... Alors, elle a été envoyée par courrier. Vous pouvez y répondre aussi, bien sûr, sur le site internet. On va faire en sorte qu'elle soit plus facilement accessible. Pour le moment, tout en haut, il y a un petit onglet enquête. Voilà, si vous cliquez dessus, vous tombez dessus. On va essayer de mettre en place quelque chose d'un peu plus visible. Et ce qui est surtout important, c'est de pouvoir vous écouter. Et Radio Courtoisie est une radio qui existe depuis longtemps, qui se réorganise et se réinvente régulièrement. Donc, nous serons très contents de pouvoir, nous aussi, évoluer tel qu'on a déjà prévu de le faire, mais en étant confortés par votre assentiment.
Alors n'hésitez pas d'ailleurs autour de la table, Arthur ou Jean-Yves, si vous voulez vous-même, après tout, vous y contribuer, donner votre avis sur l'évolution de la radio, nous sommes tout à fait demandeurs. Alors vous pouvez est-ce qu'on a donné les moyens d'y répondre ? Eh ben, c'est enquête.rc.fr. Enquête.rc.fr. On peut aussi demander par courriel à recevoir le questionnaire en format papier, si l'on n'est pas trop familier, si on n'a pas envie de faire une enquête en ligne. Donc c'est secrétariat@rc.fr. Et si on est définitivement réfractaire aux techniques d'Internet, eh bien on peut tout simplement téléphoner en écrivant au 01 46 51 00 85. Et si même le téléphone vous rebute, et pourquoi pas, vous écrivez à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, avec une belle carte postale, votre plus beau stylo, et nous vous l'enverrons à réception de votre courrier. Et ben voilà, je pense qu'on a dit l'essentiel sur cette enquête. Donc nous allons recueillir vos opinions pendant tout l'été, ça c'est important, donc n'hésitez quand même pas, plus vite on a vos réponses, mieux c'est pour les analyser, les décortiquer, et ensuite prévoir un programme qui soit en phase avec toutes ces attentes, enfin au maximum en tout cas. Et donc, j'espère que dès septembre, nous aurons des premiers résultats à vous donner et peut-être même les premières grandes orientations. Voilà, alors, on en arrive maintenant au cœur de notre sujet, c'est l'effondrement du niveau des professeurs. Alors, la chute des professeurs se passe dans le primaire, dans le secondaire, dans le supérieur, et en fait, elle est en chute libre. Voilà, le niveau des professeurs est en chute libre. Alors, je m'en étais aperçu, à titre personnel, quand une enseignante avait obligé ma fille à écrire que l'Indochine était un morceau d'Inde, un morceau de Chine. Et là, authentique. Donc j'avais disputé ma fille, qui s'était révoltée en disant « mais c'est pas de ma faute, elle nous a obligés à l'écrire ». Et renseignement pris, c'était vrai. Donc c'était quand même phénoménal. Et on sait désormais que c'est un phénomène général, puisque j'ai découvert, moi, qu'il suffit d'une note de 6 sur 20 pour l'Académie de Créteil, de 7 à Versailles, de 8 pour Paris-Orléans et Tours, pour décrocher le fameux concours de professeurs des écoles, donc ça, ce qui concerne le primaire, et qui donne droit donc à tous ces étudiants ratés de bourrer le crâne de nos enfants avec une bouillie politiquement correcte, pleine de grumeaux, puisqu'elle est en plus mal digérée, un peu comme l'Indochine, un morceau d'Inde, un morceau de Chine, où là, franchement, c'était quand même assez phénoménal. Bonsoir, mademoiselle Duchemin, si vous nous écoutez. Voilà, donc je ne sais pas ce que ça vous évoque. Je vous donne peut-être l'académie la plus performante, pour vous permettre peut-être d'y réfléchir. C'est Rennes, où la barre se situe à 13. Pour embaucher des professeurs des écoles. Pour embaucher des professeurs des écoles, oui. Voilà. Mais la moyenne peut descendre jusqu'à 6. Oui. Alors, j'ai eu récemment un contact avec une personne qui travaille au cabinet du ministre de l'Éducation, au cabinet au secrétariat du cabinet, en fait, c'est-à-dire l'endroit au bureau du courrier du cabinet, où arrivent des milliers de lettres ou des milliers de courriels de parents d'élèves ou de professeurs, des professeurs qui peuvent se plaindre de telle ou telle situation qui ne leur convient pas, et qui me disaient que c'était absolument consternant quant au contenu à la fois de la pensée et de l'orthographe, quoi. Et il me disait, lui qui est fonctionnaire de l'Éducation nationale en quelque sorte, que le système lui paraissait insauvable. C'est-à-dire, je crois qu'on a longtemps vécu dans l'idée que, au fond, il suffirait que des gens de droite prennent les commandes et puis tout irait bien. Je crois qu'aujourd'hui, l'Éducation nationale est insauvable et qu'on ne s'en sortira pas autrement que par des systèmes de chèque éducation qui permettent d'aller vers une différentes formes de privatisation. Donc un contournement, en fait. Y compris d'ailleurs peut-être des privatisations sous forme d'écoles municipales locales, mais qui vivraient des crédits que les parents leur apporteraient et qui mourraient s'ils n'ont pas les crédits. Mais l'idée qu'on va pouvoir reprendre le tout depuis le sommet vers la base est, je crois, totalement illusoire aujourd'hui. À cause de quoi, alors, selon vous ? Parce que les générations qui se renouvellent, en fait, sont déjà trop atteintes, parce qu'il n'y a pas de volonté ? Parce que les générations qui se renouvellent sont trop atteintes, et que on est dans une société qui fonctionne beaucoup plus sous des formes d'horizontalité que de verticalité, et donc on peut reprendre le contrôle par des initiatives horizontales, y compris peut-être des initiatives municipales,
et non pas du tout par un système central qui est de toute façon aujourd'hui complètement contrôlé par les syndicats de l'éducation nationale. Et parce que c'est ça le problème. Le Maroc s'est rendu compte que son système éducatif était pourri, et en quelques années, il a mené une réforme radicale et surprenante, mais avec évidemment l'idée que quand le pouvoir commande, en fait, les gens obéissent. En France, quand le pouvoir commande, les gens n'obéissent pas. Un des patrons de Radio Courtoisie m'a expliqué que un ministre de l'Éducation lui avait dit que lorsqu'il était arrivé, les grands directeurs des différents services lui avaient dit « Monsieur le ministre, dites-vous bien que nous ne vous obéirons pas ». Bon, ok, 1 an plus tard, il est parti faire autre chose. Et effectivement, pendant 1 an, on ne lui a pas obéi. Quand le Maroc, par exemple, a décidé de regarder ce qui se passait bien dans le monde, ils sont allés voir des trucs tout bêtes comme les méthodes mathématiques à Singapour. On a vu quelques classes pilotes qui existent en France où les gamins sont là en train de multiplier 732,5 par la racine carrée de 18 et en 14 secondes réussissent à nous donner le résultat. Hors de question de faire la même chose en France. En France, il y a des écoles tests. Tout le monde est d'accord sur le fait que la méthode est excellente, elle n'est pas déployée. Voilà, parce que des gens s'y opposent. Et tout sera comme ça. En fait, il est rigoureusement impossible de réformer la machine. Mais malgré les excellents professeurs qui, par moments, nous racontent des choses admirables, comme Myriam Toulza, qui enseigne le grec et le latin en ZEP. Et avec bien du courage. Avec du courage et de l'humour. Et des élèves qui lui disent merci madame, voilà, ou d'autres, tel ou tel... enseignant qui a expliqué à ses élèves en début d'année qu'il les punirait, il leur donnerait de mauvaises notes et que c'était un contrat, et les autres commencent par être en PLS, en position latérale de sécurité, puis au bout de 2 semaines, ils y prennent goût, ils deviennent bons. Voilà. Mais c'est impossible de déployer ça. Arthur de Vatrigan. Le problème n'est pas le niveau des profs, ni le niveau des élèves, c'est le niveau de la société en fait en général. Vous direz, tout s'effondre, on est tous nuls en fait. Donc c'est pas que les profs. On parle des autres, chers auditeurs, parce que nous, autour de la table, on est... Moi, étant un enfant de la méthode globale, je pense que je pourrais foutre un procès à l'État que je devrais gagner normalement. Ouais. Parce que je sais une faute par mot, étant donné que j'ai tout appris en phonétique. Pour récupérer derrière, ça a été un peu beaucoup de boulot. Et encore, je dois faire peut-être 2 fautes par phrase. Et bon, après, j'ai des correcteurs, c'est l'avantage de notre métier. Mais, et puis, il y a l'IA qui fonctionne pas trop mal. Mais déjà, vous voyez juste la méthode globale, en fait, ça a flingué une génération entière, voire 2. Et on n'a pas encore abandonné. Et on n'a pas complètement abandonné. Alors maintenant, c'est semi-global. Disons semi-global, mais c'est-à-dire que ça reste en partie global. Oui, ça reste en partie global. Ouais. Donc vous avez le niveau qui est comme ça, donc qui s'est effondré. Le problème, c'est on connaît la cause. Déjà, le principe d'un truc ultra pyramidal, ça peut pas marcher parce qu'il y a qu'en République, on pense que il y a un moule et tout le monde va rentrer dans le moule. Donc déjà, ça marche pas. Ensuite, le mythe de l'égalitarisme, ça fait que accentuer le niveau d'abêtissement et d'analphabète, mais surtout, ça a accentué aussi l'inégalité. En voulant réduire les inégalités, donc creuser encore plus, parce qu'en fait, la majorité des enfants, ils deviennent analphabètes, ou en tout cas, ils apprennent pas. Mais ceux qui ont la chance d'être dans une famille éduquée, ils ont des cours du soir, ils ont des stages, ils vont en Angleterre, ils font ce que vous voulez. Donc, résultat, ils sont meilleurs que les autres. Et ces gens qui sont meilleurs que les autres, on leur dit surtout, va pas faire prof, parce que déjà, t'es payé une misère. Et puis, quand bien même tu serais payé 10 000 balles, t'as aucune envie de te prendre une fatwa ou une chaise sur la tronche. Donc, t'as pas envie. Donc, le problème, c'est que les profs qui sont bons, c'est vraiment la vocation de chez vocation, mais c'est les derniers. Et puis, ils tiendront pas une décennie. Donc, vous avez que, en fait, des tanches qui deviennent profs. C'est pour ça qu'on a à Créteil ou je sais pas où le niveau C6, parce que sinon, il y a pas de prof, tout simplement. Donc, on prend le niveau le plus bas. Mais forcément, ceux qui savent écrire, ceux qui savent parler... Je vous interromps pour vous dire que dans cette académie, il y a, malgré le niveau qui est tombé à 6 sur 20, le niveau de recrutement des profs, le niveau de recrutement des profs, il y a quand même des postes à pourvoir parce que personne n'en veut. Mais à Créteil, personne. Par contre, vous allez sur la côte ouest, là, c'est rempli et le niveau est pas bon. Mais encore une fois, ceux qui ont réussi à être sauvés du système éducatif parce qu'ils ont eu les moyens et parce qu'ils ont eu une transmission, ils vont pas devenir profs parce qu'ils savent que... Moi, même par s'ils exemple, ont la vocation, c'est compliqué. Quand même. J'ai été prof d'histoire géo pendant 3 ans. C'est merveilleux. Eh oui, mais j'ai effectivement rapidement compris que j'avais peut-être autre chose à faire que d'écouter des dingos et de les supporter toute la journée. Parce qu'effectivement, ce sont des... Et alors, je vais donner la parole à Xavier Van Lierne, mais quand on est dans des classes multiculturelles, pour rester poli, c'est d'autant plus compliqué. Parce que là, il y a des différences de niveau phénoménales. Il y a des personnes
qui sont plus ou moins adaptés à l'enseignement, plus ou moins adaptés à respecter le calme dans une salle de classe. Et alors d'ailleurs, je dois dire que les étrangers, vraiment étrangers, les étrangers pas de chez nous, c'était c'était loin d'être les meilleurs. Hein. J'en ai eu un qui croyait que les spaghettis poussaient dans les champs. Authentique. Il pourrait être prof, cela dit, aujourd'hui, vu ce qu'on voit. Les spaghettis, c'est fait avec des céréales qui poussent dans des champs. Oui, je sais bien, mais pas directement. Et d'ailleurs... il y a d'autres trucs qu'on doit vous expliquer, en fait. Mais en tout cas, les pires étaient ceux qui étaient des deuxième ou troisième générations, donc d'élèves. Xavier Van Lier, je vous donne la parole peut-être pour mieux dire ce que je viens d'insinuer sournoisement. Ah non, je ne vais pas reprendre cette idée ni réfléchir à cette histoire de spaghettis qui poussent dans les champs. Non, je ne vous parle pas des spaghettis, moi, je vous parle les autres, les melons. Non, enfin, je sais pas, spontanément, en fait, en réfléchissant à tout ça, au moment où vous posiez les questions, c'est que j'ai l'impression que l'école est toujours née d'un élan, en réalité. C'est-à-dire que l'école naît d'une société qui a un projet et une volonté, en fait, une volonté pour son peuple et qui veut le projeter vers l'avenir et d'un projet. Et que donc, par exemple, l'école catholique était née d'une volonté d'avoir un peuple catholique en marche et d'une volonté d'apostolat. De la même façon, l'école républicaine est aussi née d'un élan et de cette idée parce que je pense que les débuts de la République, comme l'a bien souligné le sociologue du travail, notamment Philippe Diribarne, c'était pas tant l'égalitarisme, c'était cette idée que tous les Français pouvaient devenir en quelque sorte des aristocrates. C'est-à-dire qu'on avait une extension des valeurs aristocratiques à l'ensemble de la population et de façon qui pouvait s'élever. Et aujourd'hui, je crois qu'on a une école qui est en panne, car nous n'avons plus cet élan-là. Alors que notre société tourne un peu à vide. On ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Ou alors plutôt, le seul projet qu'on a, c'est la déconstruction. Donc dans une société, ça rejoint un peu ce que disait Arthur, dans une société qui a pour projet le refus de l'élévation, le refus de l'excellence, et seulement la déconstruction, bien évidemment, l'école devient le reflet et n'a plus de mission, si ce n'est celui de déconstruire aussi. Donc, eh bien, le vachissement et l'effondrement reflètent celui de la société entière. Et par ailleurs, qui voudrait devenir prof aujourd'hui, sincèrement? Effectivement, ils sont extrêmement mal payés. Faut quand même souligner, c'est vrai, quand on entend des professeurs disant on est mal payé. Bon, vu le niveau de service reçu, on a un peu envie de leur dire bah non, désolé, c'est déjà de trop. Oui. Mais en réalité, de fait, un professeur dans les années 80, dans l'échelle sociale, occupait une place bien supérieure et aussi en prestige à celle qu'il occupe aujourd'hui. Mais oui, c'était un équivalent de médecin. Mais surtout, ce qui est très important, c'est que l'école. Comment dire les choses? L'école est devenue la voiture balai de la société égalitaire et multiculturelle. Et la preuve, d'ailleurs, c'est qu'on en parle souvent pour dire ah oui, ben l'école, c'est le creuset de ceci et de cela. C'est ce qui va permettre, par exemple, l'assimilation. C'est-à-dire que ça prouve bien qu'on a déplacé la mission. La mission n'est plus l'éducation nationale, on devrait appeler ça le ministère de l'assimilation nationale et qui n'y parvient pas d'ailleurs. Et d'ailleurs, à la base, ça devrait être l'instruction. Deux grandes institutions républicaines sont victimes de cette sorte de décentrement, c'est l'école et l'armée aussi. Souvent, on dit il faudrait remettre le service militaire pour permettre l'assimilation. C'est parfaitement ridicule, ça ne fonctionnera pas, mais ça prouve qu'on demande à ces gens des missions qui ne sont en réalité pas les leurs et qui ne sont que le reflet d'un vice extrêmement installé tout au cœur de notre société. Et qui est, à mon avis, celui de plus de projets, parce qu'en fait, on ne sait plus qui on est, donc on ne sait pas ce qu'on souhaite devenir, ou perpétuer, ou transmettre. Et voilà. On en revient à mes spaghettis et mes melons. Hein. Enfin, Jean-Yves, vous voulez intervenir? Non, juste une anecdote. Pendant très longtemps, le modèle de la formation classique, c'était l'école normale supérieure, et l'école normale supérieure, lettres, qui devait fournir des professeurs agrégés pour aller dans les bons lycées et dans les classes préparatoires. Aujourd'hui, il y a encore normale supérieure, qui est encore une école sélective, normale supérieure lettres, sauf que maintenant, les élèves font tout pour ne pas passer l'agrégation.
Pourquoi ? Parce que s'ils passent l'agrégation, c'est un concours administratif, ils vont passer les épreuves, ça, ils n'auront pas de difficulté pour le réussir. Mais après, ils auront l'épreuve pratique. Et l'épreuve pratique, c'est l'obligation d'enseigner. C'est dans la Pampa. Enfin, la Pampa, c'est pas tout à fait la Pampa, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Et donc, ils ne passent plus le concours de l'agrégation, tout en affichant les idées les plus à gauche possibles pour beaucoup d'entre eux, mais ils évitent, parce qu'ils ne veulent pas aller dans les banlieues. Donc, il faut bien voir quand même que même si ce n'est pas la cause principale du déclin général, l'immigration a considérablement aggravé le problème, notamment le problème du recrutement. Et d'ailleurs, c'est ancien, puisqu'il y a des rapports de l'éducation, de l'inspection générale de l'éducation nationale qui remontent maintenant à 13 ans, qui étudiaient les questions de difficultés de recrutement il y a 13 ans, et qui notaient il y a effectivement des difficultés de recrutement particulières dans les académies de Créteil et de Versailles. Sans aller plus loin dans l'analyse, parce qu'évidemment, c'est le tabou. Mais ça fait 15 ans qu'on sait cela, et 15 ans qu'on ne fait rien. Alors, en fait, on est un peu pris dans une espèce de tenaille entre l'idéologie qui est à la source, en fait, l'idéologie 68arde, qui a développé les bourdieuseries que l'on connaît, et qui simultanément ouvrait les frontières à des populations totalement étrangères à nos façons de travailler. Et moi, je me souviens même, pardon de parler de moi tout le temps, mais je me souviens d'une élève africaine qui s'étonnait d'avoir toujours des 3, 4, 5 sur 20. Et en gros, elle m'avait expliqué qu'en gros, on pouvait vraiment s'arranger, si vous voyez ce que je veux dire, mais à condition qu'elle ait des 19, quoi. Et que de là d'où elle venait, ça se passait comme ça. Non, mais c'est phénoménal. Et donc, c'est vraiment d'autres mentalités. Alors, moi, je veux me poser aussi une question. Est-ce que vous ne pensez pas que que nous avons vécu un âge d'or, finalement, qui, auparavant, n'existait pas, et qu'on va peut-être simplement revenir à des temps plus anciens, où seule une fraction de la population était extrêmement instruite, cultivée, et que les autres, finalement, vivaient dans un analphabétisme ou une ignorance, et que finalement, on va y revenir, parce qu'au fond, aujourd'hui, les gamins branchés à leur téléphone, qui écrivent dans un jargon SMS, ou qui vivent branchés devant un écran, une télé, ou qui envoient des audios, d'ailleurs. Ou qui envoient des audios, oui, en plus. Est-ce que finalement, ce n'est pas simplement une fatalité, c'est-à-dire qu'on revient au fait que finalement, dans une société, seule une élite est vraiment formée, et que nous avons vécu cet âge d'or, précisément en travaillant dur avec l'école catholique et avec l'école républicaine, qui a eu cet engagement, cette volonté de forger une société entière qui soit instruite et éduquée, mais qu'en fait, ça ne pouvait pas durer, je ne sais pas. Encore faut-il que l'élite soit réellement formée. C'est ça le problème. Il y a aussi une dégradation, même dans les grands établissements, dans les meilleurs établissements, il y a une certaine dégradation. Il reste évidemment de bonne qualité, mais je crois qu'il y a une dégradation. Vous avez un exemple, par exemple, dans les prépas, le Stanislas, qui était 20e, est passé second, ou premier. C'est pas parce que Stanislas s'est amélioré. C'est parce que Louis le Grand, c'est parce qu'Henri IV, c'est parce que tous ces grands établissements ont décliné. Voilà. Mais le problème, c'est qu'ils le savent. Parce que les élites, ce fossé, il a toujours existé, il y a toujours... Bon, là, grâce à l'égalitarisme 68R, le fossé s'est encore un peu plus creusé. Mais si vous regardez les élites, ça fait globalement 40 ans que ce sont les mêmes, qui pataugent dans la même mare, ils se recréent ensemble, et l'école élitiste, c'est l'alsacienne, par exemple. Tout le monde sort l'alsacienne. Bon, ça en fait pas des meilleures élites. Au contraire, ça fait des élites qui veulent, au lieu d'avoir une ambition pour la France, garder leur précaré. Et l'exemple, c'est pas Papendiaï, quoi, qui fout ses gamins à l'alsacienne et qui vous explique qu'on va péter tout le privé parce que ça marche trop bien. Oui. Le souci, c'est que dès que ça fonctionne, il le casse. Oui. Le principe, c'est le public s'écrase. Le privé, qu'est-ce qu'on fait ? On va dans le privé. Bah forcément, quand il y a tout le public qui va dans le privé... C'est Madame Oudéa Castéra. Ah ben c'est Oudéa Castéra, c'est Stanislas. Mais bien sûr. Oui. Et donc le privé tombe. Qu'est-ce qu'on fait ? On crée des établissements hors contrat. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils veulent casser leur contrat. Oui, en fait, le problème, c'est dès qu'il y a quelque chose qui marche, qui sort de leur modèle à eux,
mais pas parce que ça les dérange que d'autres s'élèvent, ça les dérange de plus avoir leur précaré. Donc moi, c'est surtout que c'est un démenti. La question, c'est comment on remplace les élites. C'est un démenti à leur propagande, surtout. C'est un démenti cinglant à leur idéologie qui veut que tout aille pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. Pour les monde républicain et citoyen. Il n'y a pas d'idéologie avec sa progéniture. Et eux, heureusement, le savent très bien. Et ça n'empêche pas qu'ils le pratiquent. Encore une fois, Pape Ndiaye, c'est peut-être le pire ministre de l'Éducation nationale qu'on ait eu depuis 20 ans. Oh, le pire, c'est difficile. Mais en termes d'idéologie, il était quand même pas mal. Peut-être, oui, c'est vrai. Et pourtant, ces gamins étaient à l'alsacienne. Alors qu'ils prenaient les réunions non mixtes, ils voulaient casser le privé. En idéologie assumée, c'était le pire. Et ça ne le dérangeait pas de ne pas le faire subir à ses enfants. La question, c'est évidemment que l'élite, il y en aura toujours une. La question, c'est comment on remplace l'élite. Parce que le problème, c'est que le pouvoir. Là, il y a un chantier de 50 ans. Mais le pouvoir ne dépend pas de la finance et ne dépend pas de l'argent, ni de la culture. Et eux, ils sont incultes, ils n'ont pas spécialement d'argent, et ils sont juste au poste qui se refilent entre eux. Et la question, c'est comment on prend d'assaut la forteresse, quoi. C'est une vaste question. Peut-être effectivement, comme le disait Jean-Yves Le Gallou, en contournant, c'est-à-dire en créant ses propres petites forteresses il les casse. Du privé. Oui. Le problème, c'est c'est qu'il les casse à chaque fois. Le problème, d'ailleurs, c'est de rétablir des libertés aujourd'hui. On a besoin d'un choc abrogatoire. On supprime beaucoup de choses qui limitent. À ce moment-là, spontanément, il y aura quand même des bonnes choses qui se développeront. Et qui aujourd'hui sont très entravés dans le domaine de l'éducation comme dans d'autres d'ailleurs. L'éducation, de toute façon, ils prennent le prétexte de l'islamisme pour casser des écoles bien sûr, exactement. Classiques. Et en plus, il y a un truc qui joue contre nous, parce que en fait, ce qu'on dit, c'est l'autonomie. On veut plus d'autonomie de l'établissement, du dirigeant, du chef d'entreprise. Mais il y a eu une autonomie sur l'université, qui était a priori elle est dans l'autre sens. Oui. Alors c'est l'autonomie, Madame Pécresse avec sa loi, qui a permis de faire exploser le wokisme à l'université. S'il n'y avait pas eu l'autonomie, il n'y aurait pas eu autant, il y aurait toujours eu des dégénérés, mais pas autant que là. Enfin, c'est quand même une autonomie hyper contrôlée, parce qu'il n'y a que 3 universités libres en France. Oui, mais le problème c'est pas l'autonomie, le problème c'est l'élection. l'ICES et la FACO. Donc, Oui, encore. Mais le problème c'est l'élection le président de l'université est autonome. La question, c'est qui élit le président de l'université ? Bon, c'est les syndicats de profs, c'est les syndicats étudiants, donc forcément, ils sont gauche. Mais il est autonome, c'est pour ça qu'il fait ce qu'il veut là-dedans. De chèque éducation, c'est pas pareil. C'est les parents qui c'est les parents qui donnent. Voilà. Je suis d'accord. Et il pourrait y avoir très bien, d'ailleurs, des écoles privées qui en bénéficieraient. Mais on peut parfaitement imaginer qu'un maire un peu dynamique, il joue ça avec son école municipale. Est-ce que les parents vont bien décider ? Parce qu'il y en a un contre-exemple. Moi, le chèque, je pensais comme vous. Je me suis dit, le chèque éducation, c'est top. On va faire le chèque média, puis on va faire le chèque culture. Autant, voilà. Et on a un exemple, c'est le chèque culture. Ça existe, ça s'appelle... le pass culture. Le pass culture. Ouais. On voit le niveau du pass culture. En fait, ce qu'ils font avec. Donc moi, je me pose même la question de la responsabilité, la bonne idée ou pas de permettre à des parents, aux parents de décider dans quelle école, parce que je suis pas sûr qu'ils le fassent pour le bien de l'enfant. Ils vont peut-être le faire pour leur bien personnel en disant c'est à côté, il y a ci, il y a ça. Une PlayStation. Quand même, honnêtement, quand vous regardez, quand vous parlez, moi c'est un de mes sports favoris. Quand je vois quelqu'un de gauche, je le laisse parler et je lui demande où il habite et où il scolarise ses enfants. Et je suis rarement déçu. Alors je taquine les journalistes aussi. Et alors ça c'est drôle parce que les derniers journalistes de gauche, ça m'arrive d'en voir, la journaliste du Nouvel Observateur m'a dit très cash que c'était dans le privé. Voilà, ça au moins c'est bien. C'est parfait. Enfin, non, pas du Nouvel Observateur, de Libération. Et le journaliste du Monde que j'ai vu qui suit l'extrême droite, donc c'est un type super bien, il m'a dit l'école primaire. Il m'a dit qu'il habitait le 18e école et qu'ils étaient dans le public. Et alors là, je lui ai demandé primaire ou secondaire. Il m'a répondu primaire. Et je lui ai dit, nous en reparlons dans 5 ans. Dans quelques années, oui. Voilà, il faut laisser le temps au temps. Xavier Van Lierde. C'est certain qu'il y a une sorte notre société ressemble de plus en plus à une sorte de vaste jeu de sauf qui peut. Sauf qui peut géographique et sauf qui peut en termes d'éducation. Pour revenir à la dérive de l'autonomie et puis du wokisme qui aurait été favorisé par l'autonomie, je suis pas tout à fait sûr que la dérive wokiste soit une sorte de vie endogame et spontanée. Pour ce que moi j'ai pu en voir à travers les établissements qu'ont fréquenté mes enfants, c'était plutôt la conséquence de financements européens
ou internationaux, c'est-à-dire que ou de classements internationaux, c'est-à-dire que l'établissement dans lequel ils étaient pouvait être mieux classé à l'international, et aujourd'hui un certain nombre d'établissements sont en concurrence, et donc pour obtenir un bon classement, eh bien ils devaient céder à cette mode du wokisme, car ces classements étaient établis par des institutions plutôt anglo-saxonnes et américaine. Et le financement des recherches, des sujets de recherche aussi, contribue à leur prestige, bien entendu, était extrêmement orienté. Donc voilà, je n'ai pas l'impression que c'était le jeu des élections internes aux universités ou aux établissements qui avait provoqué cette dérive. Je le voyais plutôt très, très organisé à l'étage supérieur et surplombant. Alors, la parole à Jean-Yves, ensuite on lira les messages d'auditeurs. Oui, je voudrais tout à fait confirmer le propos de Xavier. S'agissant d'HEC, par exemple, le modèle économique d'HEC, c'est de faire payer très cher, je crois de l'ordre de 25 000 € la scolarité pour les étudiants. Mais le vrai modèle économique derrière, c'est de vendre des stages à des cadres très supérieurs des entreprises à des prix beaucoup plus importants, plusieurs centaines de milliers d'euros. Et donc les écoles de commerce sont en concurrence entre elles pour capter ce marché extrêmement porteur. Et quel est le critère pour obtenir davantage de marché ? Le critère, c'est le classement du Financial Times. Et quel est le critère du Financial Times ? C'est ESG, c'est-à-dire environnemental, sociétal, gouvernance. Et donc, il y a tout un appareil bureaucratique à HEC. Ça m'a été raconté par un professeur. Il y a tout un appareil bureaucratique à HEC qui vise à remonter le classement dans le classement du Financial Times en demandant aux profs de faire de l'environnemental, du sociétal ou de la gouvernance. Et donc, c'est comme ça. Et là, effectivement, c'est bien par la tête que pourrit le poisson. Oui. Alors, les auditeurs de Radio Courtoisie. Les bulletins trimestriels remplis par les enseignants sont remplis de fautes d'orthographe et de simples coquilles, avec les SE confondus avec les CE, les E confondus avec les ER. On a aussi les gros titres de journaux truffés de bourdes quand ils apparaissent dans les actualités Google. Mais on peut aussi parler des élites, avec Macron qui prenait la Guyane pour une île, ou encore Dati à la culture, sans parler de Borne, la polytechnicienne, qui conseille de faire les cours à l'ombre pendant la canicule. Quel génie, on n'y avait pas pensé. Enquête. Oui, mais on est sévère avec la canicule, parce que lors de la première canicule de 2003, les consignes étaient de se méfier de la pollution. Et donc, il y a des tas de gens qui sont morts parce qu'ils n'avaient pas d'eau, parce qu'on n'a pas posé la question de la chaleur en 2003. En 2003, on a posé la question de la pollution. Enfin là, les écoles sont carrément fermées parce que donc l'éducation nationale ne veut pas prendre la responsabilité d'avoir des élèves qui ont chaud dans les bâtiments, et donc on les renvoie chez eux, ou comme chaque ça, il fait plus frais. Alors pour rebondir, pardon, Richard, sur ce que nous disait cet auditeur sur les fautes, là il faut savoir que l'épreuve... Les fautes FOTES, c'est ça ? FOTES, voilà. L'épreuve de français de 2024, donc déjà s'appuyait sur, non pas sur Flaubert ou Balzac, mais sur un extrait du livre « Quand tu écouteras cette chanson » d'une dame qui s'appelle Lola Lafont. Donc j'ai regardé, c'est vraiment un écrivain mineur d'aujourd'hui, quoi. C'est nul, pour dire les choses de manière directe. Et c'était sur les pouvoirs de l'écriture, et il y avait une question donc, où les candidats devaient expliquer le sens du mot « apatride » dans la phrase suivante, c'est un geste apatride que celui d'écrire. Et alors les jurys ont constaté que le sens du terme était ignoré au sens littéral et qu'au sens figuré, dans le texte, il l'était encore plus. Les gens, c'est quand même, on parle de candidats pour être professeurs. Et ils ne savent pas ce que veut dire le mot apatride, ils ne savent même pas non plus ce que veut dire, ce qu'est une métaphore. C'est phénoménal. Et il y a encore 2 ou 3 choses très rigolos. Les références, alors ça je crois que c'est dans l'Académie de Versailles, les références à Disney ou à Mylène Farmer sont de plus en plus nombreuses. Et donc pareil, les correcteurs expliquent que c'est pas totalement rédhibitoire, mais c'est quand même préférable de citer d'autres personnes. Et sinon, ils se trompent dans les références. Et par exemple, ils expliquent que Germinal est à Balzac, alors que tout le monde sait bien que c'est Flaubert.
Bravo. C'est Zola. C'est tout à fait Comment il nous teste. Et les fleurs du mal à Hugo. C'est quand même phénoménal. C'est incroyable. Le bulletin de ma fille, un jour m'est revenu où on me parlait du capitaine Fracasse d'Alexandre Dumas. Voilà. École libre. Oui. Allez-y. Parce que c'était assez drôle dans l'enquête, dans cette enquête-là, dans les exemples, c'était aussi le bossu de Notre-Dame de Victor Hugo. C'est-à-dire qu'en fait, on finit par connaître le dessin animé. C'est un dessin animé, il se trouve, le bossu de Notre-Dame, évidemment inspiré de l'œuvre d'Hugo. Mais donc, le bossu de Notre-Dame vient l'œuvre originale d'Hugo. Mais cela dit, attention, on parlait des ministres. Vous vous souvenez de Bruno Le Maire, incapable de dire combien il y avait de mètres carrés dans un hectare. Oui. Et ne nous citez pas ces œuvres littéraires qui parlait de Zadig et Voltaire. Oui, c'est vrai. Mais c'était pas daté ça. Non, c'est une marque de frusque. C'était le copain de Sarkozy, maintenant qui est chez PIF. Qui est chez PIF. Il était merveilleux lui. Et en plus, surtout le pire, c'est qu'il l'a redit plusieurs fois. Lefebvre. Voilà, maintenant qui est rédac chef de PIF. Et qui avait dit, j'ai un bouquin de chevet, je le lis régulièrement, Zadig et Voltaire. c'est pas genre, c'est vraiment le truc, j'en mets l'affirmation. Lui, il était pas mal, lui, il en sortait des bennes. Un collègue ayant appris par ses élèves que j'avais évoqué le 11 novembre en instruction civique m'a dit qu'elle voulait le faire aussi et m'a demandé, c'est 1918 ou 1945 ? Waouh, magnifique. La chute de l'école est voulue et encouragée par le pouvoir pour détruire l'éducation. Les enfants de toute nationalité font que le savoir-faire baisse considérablement, car l'État fait de sorte que les notes ne soient pas connues. Et enfin, on a déjà un résultat de l'enquête, Président. Déjà, il faudrait pour commencer que le libre journal du lundi soir soit présent au minimum chaque semaine, et plus encore, à mon goût, la meilleure émission de la grille. Oh bah alors là, voilà. C'est ma mère qui écrit. Maman, j'avais dit pas ce soir. Alors, on va conclure ce sujet. Donc, en gros, peut-être un mot en 10 secondes de conclusion. Comment redresser la barre de l'instruction publique. Détruire ce qui reste pour reconstruire. Alors, en un seul mot, mettez vos enfants dans le hors-contrat, sauf qui peut. Pareil. Qui dit mieux ? Bon. Non, pas pareil. Oui, alors, fuyez. On écoute un message et on revient ensuite pour parler des Scouts de France qui élisent une présidente un peu particulière. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Oui, merci d'avance, chers auditeurs. N'hésitez pas à nous aider, effectivement, si vous appréciez cette émission, parce que vous êtes les seuls à le faire. C'était l'objet de l'enquête dont on vous parlait en début d'émission. On va lire rapidement, d'ailleurs, quelques messages du courrier de nos auditeurs militants. Alors, d'abord, une auditrice de Compiègne, donc dans l'Oise, envoie 80 € et nous dit « Je suis désolé d'apprendre que votre situation de trésorerie est mauvaise. Même si mes encouragements ne font pas bouillir la marmite, je tenais à vous dire que vous écouter depuis Compiègne est un plaisir quotidien. Je salue la formidable ligne droite, Monsieur Dehevels qui a réussi à me faire aimer les sciences, Madame Rouvier, etc. En résumé, bravo pour cette concentration de talents si rares. J'adresse tous mes vœux de bonheur à Liselotte Dutreuil. Vive les mariés !» Merci, chère madame, merci beaucoup. Liselotte, effectivement, s'est mariée ce samedi et elle est maintenant en voyage de noces, mais elle reviendra bientôt. Et merci en tout cas pour votre précieux soutien. Une auditrice de Paris qui envoie 30 €. Voici ma contribution pour que notre radio perdure. J'apprécie beaucoup vos émissions par lesquelles, à nouveau depuis quelque temps, je me cultive et je m'informe. Et voilà, c'est à cela que nous servons. Merci beaucoup. Merci aussi à cette auditrice de Quincy sous Sénart dans l'Essonne qui envoie 50 € et qui nous dit « Je vous adresse un modeste complément pour que notre radio indispensable à la période que nous traversons puisse tenir ferme. Merci aux patrons d'émissions qui reçoivent des intervenants hors pair comme M. Borowski et bien d'autres. Recevez toute mon admiration et mon soutien. » Une auditrice de Cesson en Seine-et-Marne envoie 100 €. Un petit complément pour notre chère radio, que nous puissions l'écouter longtemps. J'espère que nous aussi, vous pourrez nous écouter longtemps. Nous espérons encore tenir le micro longtemps. Un auditeur de Sceaux dans les Hauts-de-Seine envoie 50 € et nous dit « Je me précipite pour vous envoyer ce chèque afin de contribuer à sauver cette belle radio et par contre-coup notre beau pays. Sans vous, tant de choses seraient cachées et mal expliquées. Vous avez beaucoup de mérite. Je vous dis tout ce que je ressens. Merci de tout cœur. » Merci de tout cœur à vous, cher monsieur, parce que, encore une fois, nous existons grâce à vous. Un couple d'auditeurs de Chelles en Seine-et-Marne envoie 50 €. Ne vous découragez pas, la victoire est proche. Le mal ne gagnera pas, comme dit Léon XIV. Tu ne passeras pas, comme dit Gandalf. Bon, ça va. Tolkien, c'est une belle référence.
Alors, on a aussi un auditeur. Alors, je ne sais pas s'il fait un don, mais il nous dit « Pourquoi ne parlez-vous pas du génocide à Gaza ? Vous êtes indécent. » Alors là, j'avoue que d'abord, on n'avait pas commencé à parler ce soir. Et puis alors, des émissions sur le sujet, il y en a quand même beaucoup à Radio Courtoisie. Je ne sais pas si ces auditeurs nous écoutent, mais vous pouvez écouter Édouard Husson régulièrement, vous pouvez entendre Arnaud Guyot-Janin. Je pense que le sujet fait débat, y compris à Radio Courtoisie, donc vous avez autant d'ailleurs des partisans d'un bord que de l'autre. Voilà, donc nous faisons le maximum précisément pour que chacun puisse s'exprimer librement. Donc voilà, j'espère que cet auditeur révisera son avis. Et enfin, un auditeur nous dit « Pourrait-on avoir un point, même bref, sur la situation financière de la radio ? Merci. » Oui, alors comme je vous l'avais dit, hein, la radio a traversé une épreuve récemment à cause d'une chute des dons. Nous avons sonné l'alarme, nous avons essayé d'être vraiment transparents, de vous dire les choses telles qu'elles étaient, c'est-à-dire qu'il y avait un vrai péril. Heureusement, une bonne partie des auditeurs, malheureusement toujours les mêmes, les auditeurs les plus anciens, les plus attachés à notre radio, se sont mobilisés. Voilà, certaines l'ont fait avec une générosité importante, et on les remercie du fond du cœur, parce que effectivement, voilà, je pense que sans cette générosité, nous serions dans les pires ennuis. Et nous avons, comme le disait Xavier Van Lierde récemment, ce paradoxe que nous avons de plus en plus d'auditeurs. Je rappelle, nous sommes passés de la 700e place des radios les plus écoutées de France à la 39e. C'est quand même un bond assez prodigieux. Et néanmoins, voilà, l'ennui, c'est que nous avons de nouveaux auditeurs qui n'ont pas cette habitude militante, et c'est à eux que nous nous adressons le plus, parce que si chacun d'entre eux donnait ne serait-ce qu'un seul euro, mais nous serions définitivement à l'abri du besoin. Voilà, et donc les auditeurs les plus fervents pourraient peut-être un peu se reposer, et ce serait bien aussi. Voilà, donc il faut vraiment essayer de garantir la survie de la radio. Nous y travaillons beaucoup. Dans le prochain numéro d'À l'écoute de Radio Courtoisie, nous allons faire un entretien, un point assez complet justement sur les stratégies que nous prévoyons pour assurer la survie de Radio Courtoisie. Donc si vous voulez vous tenir au courant de la vie de Radio Courtoisie, n'hésitez pas à le demander, donc par courriel, donc à secrétariat@rc.fr. Vous demandez à être abonné à la lettre d'information à l'écoute, et vous pouvez également la commander, vous inscrire par téléphone 01 46 51 00 85. Voilà, donc pour l'instant, nous sommes tirés d'affaire. Nous allons affronter l'été, qui est traditionnellement un moment de chute des dons depuis la création de Radio Courtoisie. Donc ne relâchez pas votre effort. Et surtout, avec l'enquête que nous lançons, cette enquête a pour but de nous mettre à la page, de nous mettre à jour, de continuer à être toujours plus performants, parce que nous avons cette obligation d'être plus performants pour rester vraiment ce que nous sommes, c'est-à-dire ce vaisseau amiral de la réinformation. Nous avons cette chance inouïe d'être une vraie radio et pas simplement un média d'Internet, mais cela a un coût, cela a des charges. Et nous devons avoir vraiment cette envie de faire toujours mieux, et nous prévoyons donc de faire de meilleures émissions, de meilleurs programmes, précisément peut-être pour que les auditeurs nouveaux et qui n'ont pas encore l'habitude de donner se sentent un peu plus mobilisés. Voilà le point que je pouvais faire ce soir. Alors, on a encore toute une vague de courriers, on va peut-être les lire tout à l'heure, sauf s'ils sont particulièrement en phase avec ce que nous sommes en train de faire. Bon, on va voir tout à l'heure. Allez, on va parler des scouts de France maintenant. Donc, les scouts et guides de France ont élu une nouvelle présidente qui s'appelle Marine Rosset, et dont le parcours est assez éloigné du profil qu'on imagine pour le poste, puisqu'elle est quand même beaucoup moins attirée manifestement par le chapeau et les shorts de Baden-Powell que par les oripeaux de la Gay Pride. Et je suis poli. Alors, c'est un ancien professeur d'histoire-géographie, comme moi, en Seine-Saint-Denis, élu du Parti Socialiste, pas comme moi, là, dans le 5e arrondissement de Paris. Elle a pris position en faveur de l'avortement et s'est déclarée en couple avec une femme. Alors c'est vrai que ce sont des choses à préciser maintenant. Est-ce qu'on est marié ? Est-ce que c'est avec une femme ou avec un homme ? Et elle est la mère d'un fils qui a donc 2 mamans. Elle est la mère. Enfin, je sais pas. Je me suis pas renseigné, là, j'avoue, sur la manière de procéder. Mais c'est
Donc voilà, donc en tout cas, cette femme de 39 ans a suscité, nous dit-on, la confiance de la quasi-totalité, 22 sur 24, la quasi-totalité donc des 24 membres du conseil d'administration des Scouts de France, qui s'est réuni le 14 juin dernier pour l'élire. Et le porte-parole du mouvement des Scouts de France s'est expliqué sur cette élection un tantinet controversée en disant « Le mouvement des Scouts et Guides de France est catholique et donc ouvert à tous. C'est imparable !» Et donc, Marine Rosset a placé l'Église parmi ses priorités, notamment l'importance de transmettre la foi et l'espérance aux jeunes. Bah écoutez, tant que c'est pas la ch'touille. Voilà, donc écoutez, je ne sais pas ce que vous inspire cette élection. Il y a quelque chose que vous n'avez pas dit, Président. Donc c'est une homosexuelle militante, membre du Nouveau Front Populaire. Elle a été candidate. Ah oui, c'est vrai, oui. Elle a été candidate NUPES et NFP. Et donc, elle est en faveur de la PMA, de l'avortement. Enfin, autrement dit, elle coche toutes les cases de la gauche et pas vraiment beaucoup de celles du catholicisme. Donc, c'est vrai que les Scouts et Guides de France sont censés être un mouvement catholique. Et d'ailleurs, il y a une personne qui a l'air de ne pas être absolument ravie de la chose. C'est l'aumônier général du mouvement des Scouts et Guides de France qui a expliqué qu'il n'était pas absolument ravi et que donc il ne pouvait s'associer à ce choix. Voilà, en précisant qu'il accompagnerait quand même néanmoins la nouvelle dirigeante. Mais voilà, donc il y a un aumônier, l'abbé Xavier de Verchères, qui lui semble avoir la tête à l'endroit sur les épaules. Arthur de Vatrigan. Est-ce que vous avez été scout ? Oui, mais alors des vrais Scouts de France. Justement, là, non mais sur les Scouts de France, pour ceux qui connaissent un peu le milieu, on sait vers quoi s'attend. Et sur le sujet LGBT, c'est très ancien en fait. Là, on a la présidente qui ne se cache pas. Mais je vous rappelle qu'en 2019, à l'époque, c'était Jean-Michel Blanquer qui était ministre de l'Éducation nationale. Ils avaient fait leur grand rassemblement à Jantville et ils avaient demandé aux scouts de réfléchir sur 5 sujets fondamentaux pour la vie citoyenne. Un des sujets choisis, c'était la cause LGBT. Et quand Blanquer s'était baladé, il y avait un drapeau LGBT qui était planté. Voilà. Bon, ça avait fait un peu de bruit et la présidente de l'époque avait réagi en disant... c'était pire que Ponce Pilate, c'est-à-dire que les éducateurs n'ont pas à prendre position pour ou contre la PMA, la GPA, le mariage homosexuel, tout ça. Bon, on a compris qu'il n'y a plus grand-chose de catholique. Il y avait une affaire qui datait, je crois, en 2016. C'était Libé, d'ailleurs, qui a sorti ça, encore un rassemblement. Et là, il y avait un espace qui était nommé Rainbow Café, et qui, encore une fois, un drapeau LGBT. Et si vous remontez dans les années 80-90... Alors c'était pas la présidente, ça s'appelait la commissaire générale adjointe, c'est toujours des noms un peu soviétiques chez eux, qui est depuis décédée, était déjà à la pointe dessus parce qu'elle était sociologue et bossait déjà sur l'étude de genre. Et puis après sa carrière Scout de France, elle est basculée à l'OMS où elle était sur le genre, et puis ensuite elle est basculée carrément dans une assoce purement assumée, l'LGBT était très assumé. Donc vous voyez, c'est quelque chose quand même qui est bien intronisé au sein du mouvement Scout de France, bien introduit, oui. Au niveau de la hiérarchie également, qui, l'air de rien, glisse ça et là des messages, et lorsqu'ils sont interpellés, exactement la réponse du communiqué, on est catholique, donc c'est soit on est ouvert à tout le monde, soit comme on est éducateur, on ne prend pas position parce qu'on ne peut pas faire de politique. Bon, sachant que la GPA est a priori interdit en France, mais ils ne prennent pas position non plus. Donc voilà, si vous voulez, il n'y a rien d'étonnant malheureusement. Jean-Yves ? Je crois que la dérive des Scouts de France est quand même très ancienne, effectivement. Donc c'est un petit peu un couronnement. Un couronnement, oui. Voilà. Richard. Mais en fait, ce qu'il y a de remarquable, c'est la manière dont l'Église, comme d'habitude, sous prétexte de s'ouvrir à tous, finit par ne plus être elle-même. En fait, les Scouts de France sont réputés être un mouvement ouvert. Et à l'arrivée, là c'est écorché. Mais à l'arrivée, il y a de moins en moins de choses catholiques chez eux, et donc c'est là aussi une espèce de trahison de l'esprit initial. C'est un contrat qui est mal passé avec les parents. Voilà, c'est une fausse promesse qui est faite d'éducateurs vis-à-vis de ceux qui viennent mettre leurs enfants chez eux. Et puis surtout, comme d'habitude, que fait l'Église ? Parce que l'Église qui est capable d'admonester en permanence. Oui. L'ensemble du corps social, l'Église qui est capable de temps en temps de nous expliquer ce qu'il faut penser, surtout quand il s'agit de ne pas voter Rassemblement National au moment des élections, et là est absolument paralysé de trouille. Ces évêques Alors, est-ce que c'est paralysé de trouille ou est-ce que c'est complaisante ?
Non, elle Non, est paralysée de trouille, parce qu'à l'idée d'apparaître comme étant réactionnaire, les évêques sont et il y a quand même eu Ils sont pourtant pas suspects. une tribune d'un évêque dans la Croix qui explique qu'il ne faut pas expliquer que les partisans de l'euthanasie sont des gens immoraux, c'est juste qu'ils n'ont pas la même morale que lui. Ah bah c'est chouette ça. C'est Super. On peut se demander d'ailleurs si cette femme n'a pas été choisie par le conseil d'administration Expressément. pour donner un gage d'ouverture aux médias et bénéficier de bons articles Dans le contexte Bétarame, dans la presse locale, etc. Et dans les contrôles. On peut se poser la question. Ils n'ont jamais ça n'a vraiment pas été été son embêtés. atout. Xavier Van Lierde. Oui, je vais aller dans le même sens. Je pense que la dérive des scouts de France, en fait, c'est une sorte de drame de la dédiabolisation. En réalité, la nomination de cette femme à la tête des scouts de France, eh bien, c'est l'aboutissement d'un très long processus, toujours très dangereux, de dédiabolisation, jamais bien maîtrisé, puisqu'il consiste en réalité à renier ce que l'on est pour complaire à ceux qui, de toute façon, vous détestent. Et donc, depuis l'après-guerre, je pense, il y a une sorte de réticence et de haine et de méfiance de la société à l'égard des mouvements de jeunesse portant uniforme, porté à l'excellence, qui incite à se tenir droit, etc. Bref, c'était plus trop à la mode, et les scouts de France s'ingénient depuis des décennies maintenant à montrer qu'ils ne sont pas ça. C'est ça le problème des scouts de France, c'est le désir de se lancer dans un processus de diabolisation et qui aboutit à une sorte de retournement et de reniement total. Et comme le disait Richard, c'est une fausse promesse et c'est ça qui est terrible. Alors peut-être que, parce que moi je connais beaucoup de parents ici en province qui se disent « Ah bah tiens, le petit se tient pas droit, il file un mauvais coton, la crise ado se passe pas très bien » et se disent « Comment je peux y remédier ? Comment puis-je faire notamment pour qu'il trouve de bons amis ?» Parce qu'à l'école, il ne peut plus s'en faire des bons. La première partie de l'émission a expliqué en partie pourquoi. Et donc, de façon très spontanée et sincère, ils inscrivent leur enfant au Scout de France en pensant que là, ils vont trouver des éducateurs, des bons prêtres qui vont leur remettre de bonnes valeurs dans la tête et un peu de vigueur dans leur corps. Et en réalité, ils tombent sur une bande d'avachis avec un discours aussi mou que leur guibole. Et c'est assez triste en réalité, tant et si bien que peut-être que il faudrait faire plus de publicité sur la nomination de cette femme à la tête des Scouts de France, car ça permettrait d'éviter le malentendu et de donner un petit coup de fouet à d'autres mouvements, car d'autres mouvements existent et n'ont pas remis ni la promesse scout, ni la promesse qui est faite aux parents. Oui, il y a les scouts d'Europe, les scouts unitaires de France, il y en a pas mal, voilà. Mais là on voit à quel point ces gens sont complètement ringards et dépassés. Parce que justement, ce que recherchent les parents et ce que recherchent les enfants quand ils sont demandeurs, c'est l'inverse de ça. Regardez les patronages. C'est un truc qui cartonnait au début du siècle, fin 19e, 20e. Ensuite, les francs-macs ont essayé de mettre la main dessus. Forcément, ils ont tout cassé. Il n'y a plus eu rien pendant des décennies. Et là, ça repart. Et ça repart, mais à fond. C'est-à-dire que ça se développe par centaines et par centaines un peu partout. Alors, on va voir sur la durée combien vont vivre. Il y a forcément une bonne moitié qui vont se perdre. Mais ce qu'ils recherchent, c'est un cadre ultra rigoureux. Et c'est ce que cherchent les parents. Donc quand ils vont voir justement à une seule réunion Scouts de France, la tronche des scouts, quoi. Parce qu'honnêtement, ils ont même pas un foulard qui tient la route, quoi. Je parle pas de chemise, je parle pas de chaussures, ils savent pas ce que c'est. Donc déjà, ça se voit visuellement. Ils vont voir que ça va pas marcher. Et justement, là où ils ont rien compris, c'est qu'ils pensent que par leur ouverture et par le choix d'un profil complètement... Puis c'est même pas de l'ouverture, c'est de l'avachissement, c'est du... Non mais dans leur idée, tête, on va ouvrir le maximum, mais sauf que ça va faire l'effet inverse. Ça va faire l'effet inverse. Et c'est absolument pas ce que cherchent ni les parents, ni les enfants. Oui, je pense aussi. Alors, est-ce qu'on connaît d'autres mouvements ? Oui, on parlait des scouts unitaires ou des scouts d'Europe. En France, les scouts d'Europe, il y en a plein. Il y a d'autres mouvements de scouts confessionnels. Ouais. Par exemple, si je ne m'abuse, il y a des scouts musulmans. Et donc, là, c'est vrai. Je me demande qui n'ont pas choisi un représentant LGBT. Par contre, il y a du côté des scouts protestants aussi. Il y a une ouverture à l'autre, une ouverture au monde. Un apprentissage du vivre ensemble, enfin, à la limite de la dissolution, en fait. Voilà, il y a le côté liquide, en fait. Il y a toujours pire que ça. Soit le vase ou soit l'eau. Hein, et ben, ils ont choisi d'être l'eau, et sans vase. La flaque. Écoutez, je ne sais pas si on a fait le tour de nos amis scouts de France et de leur nouvelle présidente, à qui on souhaite... Je sais pas ce que je lui souhaite d'ailleurs. Eh bien, de démissionner rapidement. Voilà. On lui souhaite une scission. Il pourrait y avoir une scission. Un petit schisme. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui. Par contre, je pense qu'il ne faut pas lâcher, si vous me permettez l'expression, les mollets de l'Église là-dessus.
Ils ont aucune raison et pourront trouver aucun argument à ça. C'est pas possible. Qui fait partie du conseil d'administration des Scouts de France ? Est-ce que l'évêque fait partie voilà une question. C'est une bonne question. On va demander à ChatGPT. Ça, si on avait été des vrais journalistes, on aurait la réponse. Mais bon, le niveau s'écroule, on le sait. Merci messieurs. Il y a forcément un homme d'église dedans, parce que sinon il ne faut pas s'appeler forcément. catholique. Oui. Mais ça serait intéressant de savoir effectivement ce que... déjà, si l'aumônier a râlé, déjà. Bon, l'aumônier, c'est déjà pas mal, oui. Mais bon, c'est malheureusement pas le principal décideur. Non, mais c'est-à-dire que si lui a râlé, il faut une autorisation, il faut vous prévenir avant, il ne faut pas eu d'interdiction en tout cas. Oui. Bon, écoutez, on va passer... on va vérifier les informations. Il pourrait se prendre un coup de crosse qui ne vient pas. Oui, alors ça déjà, ça serait effectivement salutaire. Ça leur remettrait la tête à l'endroit. On va lire un peu. Alors, un auditeur me dit, Monsieur Bouclet, au sujet de Gaza, vous êtes un bel hypocrite. Alors, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que vous avez dit encore ? Je ne sais pas. Ah. Si cet auditeur. Je rigole bêtement parce que je vous l'avais passé pas tellement pour que vous le lisiez en fait. Bon, moi je m'en fiche. Il veut m'injurier, libre à lui. Ça lui fait plaisir. Mais c'est vrai, je répète, sur Ligne Droite, on a reçu par exemple ces dernières semaines 2 fois Édouard Husson. Qui a parlé, l'ambassadeur d'Iran. Et on a reçu le professeur Cumin de l'université de Lyon. Ils ont tous les deux prononcé le mot génocide et personne, au nom de la maîtrise de l'antenne, ne les a repris pour leur expliquer qu'ils n'avaient pas le droit de dire ça. Donc, par contre, il est vrai qu'on invite aussi le camp d'en face parce que, effectivement, c'est une radio et on donne la parole à tout le monde parce que l'objectif, c'est quand même de considérer que l'auditeur est un adulte et qu'il est capable, en écoutant les arguments des uns et des autres, de se faire un avis. Et c'est ça aussi une radio. Nous ne sommes pas un parti. Alors ça, c'est peut-être quelque chose d'important à expliquer à un auditeur un peu obtus, pardon, hein, monsieur. Mais après tout, si je suis hypocrite, vous êtes obtus. Et voilà. Et n'oubliez pas de donner. Non, mais c'est stupide parce que effectivement, moi, je suis pas le président d'un parti politique. Donc, on essaye de construire une information, une réinformation. Et précisément, c'est dans cette ouverture à tous les points de vue qui viennent de notre bord, de droite, que des auditeurs de droite peuvent commencer à réfléchir et à se dire qui a raison, qui a tort. Ils sont mal informés et ils sont mal habitués parce que vous voyez bien que dans la grande partie de la presse, notamment des nouveaux médias qui sont montés, on n'est pas là pour donner une information, on est dans une youtubisation des esprits où on doit parler à une communauté et parler en mode de clan. C'était avec moi ou t'es contre moi, ça a toujours fonctionné. Ça fonctionne de plus en plus comme ça. Alors donc ça, c'est important ce que vous dites, Arthur de Vatrigan, pour une fois. Mais merci. Et je crois que j'ai les mêmes problèmes, c'est pour ça. C'est vrai. Mais non, mais c'est très compliqué aujourd'hui. On confond alors ça c'est à cause de la gauche et la droite a eu la bonne idée de pomper, de faire du mimétisme avec la gauche. Un journaliste n'est pas un militant. Voilà. Et le principe du journaliste, la première qualité d'un journaliste, c'est de savoir penser contre soi-même. Il se lève le matin et dit en quoi je me suis trompé. Bon, là, on fait l'inverse. C'est comment je vais donner à manger à ma communauté et pourquoi j'expliquais que les autres sont nuls. Donc forcément, quand on confond militantisme et journalisme et que vous avez 80% des médias aujourd'hui qui encouragent ce travers, pour des raisons financières, bon, très bien, pour des raisons idéologiques ou pour je sais quelle raison, pour faire plaisir à leur mère ou leur belle-mère, font ça, forcément, on n'est plus habitué. Et ça fait que grossir. Oui, c'est bien triste. En tout cas, on parlait donc des Scouts de France et de leur nouvelle présidente. Alors avant, on disait, dans les années 60, on disait « Laisseriez-vous votre fille épouser un Rolling Stones ?» Moi, je vous pose la question. Laisseriez-vous votre fille épouser un Scout de France ? La réponse est moins évidente. Keith Richards, évidemment, mais l'autre, non. Alors, encore un message. Les Scouts de France existent encore. Depuis le temps qu'ils sont à la dérive et truffés de progressistes, étonnant qu'ils soient encore dans le circuit du scoutisme et mouvement de jeunesse. Enfin, là où ils en sont, je ne sais pas s'ils existent encore. Il suffit de voir une troupe des Scouts de France pour savoir à qui et à quoi nous avons affaire. Oui, des clodos. Je pense qu'ils doivent quand même avoir encore un réseau de paroisses. Sinon, effectivement, ils auraient été progressivement amenés à disparaître. Mais parce qu'en fait, il n'y a pas assez de... C'est là le drame. Alors peut-être qu'il y a des parents, des jeunes parents ou des grands-parents qui vont pouvoir engueuler leurs petits-enfants. C'est pourquoi les Scouts de France marchent aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a plus assez de place chez les Scouts d'Europe, par exemple. Pourquoi il n'y a pas assez de place chez les Scouts d'Europe ? Parce qu'il n'y a pas assez de chefs. Parce que ceux qui ont été scouts ne deviennent pas scouts pour plein de raisons, mais beaucoup par égoïsme aussi. Comme il n'y a pas assez de chefs, soit ils réduisent les patrouilles, soit ils ferment des troupes.
Et comme en effet, vous dites, il faut que mon gamin, il découvre la nature, il apprenne le vivre ensemble, le vrai vivre ensemble, c'est-à-dire en communauté, dans la nature, la forêt, ils vont là où il y a de la plage, c'est les Scouts de France. Si vous avez beaucoup de chefs chez les Scouts unitaires de France ou chez les Scouts d'Europe, vous aurez plus de Scouts de France. Éliminez les Scouts de France, envoyez vos enfants être chefs. Eh ben oui. Et puis il y a effectivement j'ai assisté là tout récemment à un hommage inspiré d'un mouvement scout. Objectivement, c'était pas des LGBT, quoi. Je crois pouvoir en témoigner. Donc, on va passer maintenant. Tiens, les voilà nos LGBT. Les patriotes doivent-ils parader à la Gay Pride, même s'ils ne sont pas scouts de France? Donc, après une certaine tension, on a vu que le collectif homosexuel Eros, qui se revendique patriote, a pu défiler donc à la Gay Pride, la marche des fiertés, samedi. Son objectif affiché était de lutter contre les dérives, je cite, LGBT et multiculturelles. Et donc rappelons peut-être que cette année, la marche des fiertés homosexuelles s'affichait contre... C'est la marche des fiertés tout court. Ah oui ? Ah oui, oui. Ah bon, moi j'ai ajouté ça. S'affichait donc contre, je cite toujours, contre l'international réactionnaire. Donc la marche des fiertés s'affichait contre l'international réactionnaire. Et sur son affiche de présentation, donc on voyait notamment la représentation du cadavre d'un petit blanc de droite en costume-cravate avec une croix celtique incongrument tatouée sur le cou. Et alors l'affiche n'a pas été interdite par la préfecture d'ailleurs. Et peut-être que le collectif Eros a voulu marquer le coup. Alors voilà, moi on peut juger positif cette variante de la convergence des luttes, des énergies pour dénoncer l'immigration, le sectarisme LGBT, qui sont essentiellement des gens de gauche ou d'extrême gauche, et qui d'ailleurs font l'apologie et prennent la défense de gens qui n'hésiteraient pas à les tuer s'ils arrivaient un jour au pouvoir. Et on peut aussi, peut-être dans le négatif, trouver absurde, voire franchement déplaisant, cette démarche qui relève du marketing politique et qui reprend la mentalité et les codes de nos ennemis pour faire de la politique sur la base de pratiques qui, à mon avis, ont vocation à rester intimes. Je ne suis pas certain que j'ai envie de savoir ce que fait un membre du collectif Eros s'il passe à Radio Courtoisie par hasard. Voilà, donc je vous pose la question un peu de manière... On les a déjà invités, le collectif Eros. Donc je vous pose la question de manière abrupte, pas moi, mais comme tout le monde est libre à Radio Courtoisie, je maintiens la liberté. Donc voilà, je vous pose la question, est-ce que défiler avec une plume tricolore aux fesses et de droite, Richard de XVI, vous êtes le mieux placé, si je puis dire, pour en parler. Alors, la question est délicate. Oui. Sensible. Il y a un premier élément de réponse, c'est la manière dont les gauchistes ont réagi à l'idée que des gens de droite et même d'extrême droite pouvaient défiler avec eux. Et cette marche des fiertés, de l'intersectionnalité des luttes, a tout de suite tourné à « mais comment se fait-il que ces gens-là puissent défiler avec nous, car ils ne sont pas comme nous ». Et ils sont différents. Ils sont différents. Mais différents, pas pareils que les autres. Mais oui, voilà. Il y a la bonne différence et la mauvaise différence. Et donc, le collectif Eros, donc, ce sont des homosexuels militants et revendiquant leur homosexualité. Et on se rend compte, et ça a quand même cette vertu-là, que cette marche des fiertés, donc qui n'est plus la Gay Pride, est devenue, en fait, un rassemblement gauchiste avec des messages uniquement politiques, revendicatifs, avec un vocabulaire guerrier où ils expliquent qu'il y a des luttes à mener, une lutte contre l'Église catholique, une lutte contre l'international réactionnaire, autrement dit, une lutte contre tous ceux qui considèrent que la moindre limitation à l'extension infinie des droits individuels, y compris le fait de se trimballer à poil avec un masque de chien à quatre pattes dans les rues de Paris, ou d'ailleurs de Kiev, de Belgrade, de Los Angeles, et voilà, enfin bref, où vous voulez, partout où il y a des prides, et donc fait partie et constitutif de la dignité humaine. Donc j'ai trouvé intelligent que des personnes qui ont la même base revendicatrice initiale, c'est-à-dire la reconnaissance de l'homosexualité, soient immédiatement exclues, conspuées, insultées par Virginie Despentes, au point que les flics... qui a signé une tribune dans Le Monde. Voilà, et qui, d'ailleurs, je crois, sur le moment, est allé exprimer avec tout le courage d'une artiste friquée, assise sur 2 ou 3 prébendes. Ouais. Auteur, d'ailleurs, je le cite, d'un livre
profondément hétéro-patriarcal qui s'appelle Baise-moi. Mais oui, mais elle a pas fait exprès. Elle s'en excuse régulièrement. C'est vrai ? Mais elle explique, oui, mais en ayant une espèce de... Non, elle continue à le vendre, rassurez-vous, mais elle explique que c'est comme ça, c'est un peu... C'est une faille dans sa psyché qui... Elle a évolué de toute façon, des pentes. Voilà. Elle était intéressante jusqu'à il n'y a pas si longtemps, puis elle a viré dans le militantisme débile et loin, mais elle était sur ce sujet-là, dans ses 3-4 premiers bouquins, elle était intéressante. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a reçu à l'antenne, justement avant la marche des fiertés, plusieurs homosexuels qui expliquaient qu'ils n'y participeraient pas. Et des homosexuels de droite qui ont expliqué qu'en fait, ils ne se reconnaissaient absolument pas dans le modèle de société intersectionnelle que propose la Marche des Fiertés, puisque, évidemment, voilà, ça n'avait plus rien à voir avec la reconnaissance d'être good as you, gay, good as you, aussi bon que vous. Ça avait tout à voir avec, en fait, un mouvement d'extrême gauche, voilà, toujours homo, jamais facho. Henri de Monterland et Gabriel Maznev... à mon avis, n'avaient pas exactement les positions de LFI et pouvaient se revendiquer toujours homo et ne seraient certainement pas revendiqués jamais facho. Mais c'est pas grave, il y a une réécriture de l'histoire par la communauté LGBTQIA+, une fois de plus, qui fait... Vous savez, c'est un peu comme la gauche, on est des gens bien, donc la résistance, c'est bien, donc il n'y a que la gauche qui a résisté. Donc voilà, être homosexuel, c'est bien, donc il n'y a que les gens de gauche qui sont homosexuels. Et les autres, ils ne sont pas vraiment homosexuels. C'est un peu comme Marion Maréchal ou Marine Le Pen, c'est pas vraiment des femmes. Oui. Parce que ce sont des femmes de droite, donc ça marche plus. Le fait d'être homosexuel, comment dirais-je, ne me semble pas être une qualité politique, en fait. Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui relève de l'intime. Et de la même manière que vous me pardonnerez, mais je ne vais pas exposer ici mes préférences... mais l'intime devient une étiquette conjugale ou intime, mais je vois pas pourquoi d'autres le feraient. Parce que c'est devenu une revendication identitaire. Mais regardez, vous l'avez dans la politique. Bon, ça fait longtemps. Voilà, je suis homosexuel, donc voilà. Mais dans la littérature, j'ai été violé, donc je suis écrivain. Et ça c'est vrai. Oui, en fait, l'intime. Non, mais vous regardez la rentrée littéraire, c'est ça. Donc, et depuis 1 an et demi, l'intime devient en fait le sujet. Et comme on est dans une société du moi et du nombril, le moi devient une étiquette, que ce soit pour faire de la politique, que ce soit pour faire des films, pour pondre des bouquins. C'est toujours été comme ça. Mais là, on n'a pas besoin d'envoyer un soi-disant militant homosexuel de droite pour découvrir que la Gay Pride ou la Marche des Fiertés est un groupement de gauchistes qui mélange en effet des types qui jouent au caniche et des drapeaux palestiniens, on le sait. Donc je trouve en tout cas ce choix Est-ce de que l'action militante, oui. Je trouve pathétique, ridicule, inopérante, sans intérêt, et je pense malheureusement que ces gens sont entrés dans le militantisme ou dans la politique parce qu'ils ont compris, eux, qu'en tant qu'homosexuels, et en plus ils le revendiquent, disons que les panneaux qui débarquent majoritairement chez eux, ils risquent de finir de balancer d'une tour, donc ça, ils l'ont compris. Donc ils rentrent en politique comme ça, mais je ne suis pas certain qu'ils soient suffisamment... que ça dépasse uniquement leur petite personne. Et la petite personne ne suffit pas à faire de la politique, en fait. Et je pense qu'au contraire, ça va plus les fragiliser, ils vont devenir encore plus des cibles, et comme je ne suis pas certain, pour avoir entendu des entretiens ça et là de ce collectif-là, qu'ils soient complètement équilibrés, complètement finis politiquement, pour pouvoir assumer toute la charge derrière. Donc je trouve ça complètement débile. Bon. C'est le plus progressiste d'entre nous qui le dit. On peut considérer que par certains côtés, c'est une démarche qui se rapproche de celle qu'ont pu avoir les Némésis. Ah, c'est pas pareil. Mais effectivement, ce n'est pas pareil, parce qu'elles sont allées, elles se sont appropriées une partie du discours féministe pour montrer que le vrai problème, c'était le problème identitaire. Mais effectivement, ce sont des femmes, c'est pas de... Mais la démarche d'aller dans la manif oui, c'est de l'agite propre, oui, bien sûr. C'est de l'agite propre. Mais sauf qu'on n'a pas besoin ça que c'est comparable. On le savait que c'est des dégénérés d'extrême gauche ultra violents en face, quoi. Il n'y a pas besoin d'envoyer, de faire une contre-manif pour vérifier ça. Alors que le discours féministe, c'était encore, pour beaucoup de gens, les féministes sont dans le bon droit, elles ont raison, et ce qu'elles disent sont bien, parce que de toute façon, les féministes, elles ont gagné des combats et qu'elles ont fait que du positif. Donc, il fallait montrer un peu l'envers du décor. Je ne suis pas certain, à mon avis, pour 95% des Français, la marche des fiertés, déjà, c'est un truc qu'ils s'en foutent complètement.
Ils savent que c'est un truc nombriliste, ultra politisé, et qu'il n'y a pas grand intérêt, et sinon leur petite personne n'est pas le bien commun. Alors que les féministes, on est sur un truc différent. Je trouve qu'il était intéressant, d'un point de vue politique, d'arracher une fois de plus le masque de la prétendue représentativité de la gauche. Le masque de chien. Voilà. Parce que à chaque fois que la gauche prend un combat, elle explique qu'elle est la seule représentante légitime de tous ceux qui, de près ou loin, peuvent être amenés à ce combat. C'est exactement comme le CRAN, le Conseil représentatif des associations noires, en fait, qui prétend représenter tous les Noirs de France et qui ne représente qu'une poignée misérable de personnes, et qui ne représente d'ailleurs même pas toutes les associations. Et d'ailleurs, depuis... C'est un combat de la gauche. Mais oui, mais donc il est bon, à mon sens, que de temps en temps, des gens expliquent « Non, pas moi, pas en mon nom, vous ne me représentez pas. » Le but dans ce cas, c'est de ne pas y aller, en fait. Mais dire d'y aller, en fait, c'est épouser leur combat en disant on va prendre votre combat, on va faire un truc différent. Et ça fait plus penser dans ce cas-là au Femen qu'à Némésis. Mais voilà, exactement. Ça, voilà, c'est la comparaison elle est très juste. Xavier Bonnier, merci. Vous reviendrez la semaine prochaine, Arthur, vous êtes invité. Oui, en fait, la question de notre point de vue, c'est de se demander si le collectif Eros et ces gens-là vont-ils faire progresser les idées de droite dans les milieux homosexuels. Dans ce cas-là, pourquoi pas ? Ou si, à l'inverse, en réalité, ou en retour, ils vont faire progresser les idées LGBTQI+, et voilà, au sein de la droite. Je redoute quand même que le second effet, par une sorte d'instinct grégaire de soutien à tous ceux qui affrontent la gauche, soit le second. Alors si, pour gagner quelques votes d'homosexuels, on balance par-dessus bord toute notre anthropologie, ce sera quand même pas une très très bonne opération en réalité. C'est le coût à payer, le prix à payer est quand même extrêmement élevé. Moi je pense que dans les idées de droite, il y a aussi l'anthropologie de base. Et que notre raison d'être, c'est de défendre l'anthropologie de base et que c'est quelque chose de beaucoup plus porteur. C'est-à-dire que je pense réellement que si on veut rassembler, et y compris d'ailleurs des gens qui peuvent être homosexuels, ce sera en rappelant l'anthropologie de base et pas en donnant des gages et en adoptant à la fois les méthodes et et certaines idées de l'adversaire. Je pense vraiment que c'est une faute politique en réalité. Et en plus, d'un point de vue juste politique ou philosophique, ce que représente la marche des fiertés est complètement absurde et contradictoire. C'est je suis différent et en même temps je vais être normalisé. C'est-à-dire, ça c'est un vieux truc de la gauche. Oui, mais donc c'est-à-dire on va des gens de droite. Je suis supérieur puisque je suis fier. Ouais, bien sûr, je suis différent donc je suis supérieur donc je suis fier, tout ça. Et en même temps je veux me normaliser. Donc je veux dire, quand on tient un discours de droite, c'est comment on tient les deux bouts là. J'ai pas compris. Et moi, j'aimerais bien les entendre là-dessus en disant, vous voulez quoi ? Vous voulez vous normaliser, ça, en fait, avoir tout ce que les hétéros ont, ou alors, au contraire, vous dites, je suis différent et je l'assume. Mais il faut choisir, quoi. Et malheureusement, j'aurais bien aimé avoir dans cette association, ce groupe, un discours là-dessus en disant, voilà, nous, on a cette position-là. Le problème, c'est que j'ai entendu une espèce de... je sais pas, une espèce de truc encore gauchiste, sans queue ni tête, où on mélange plein de concepts qui veulent rien dire et qui vont surtout pas ensemble, et juste encore une fois, pour faire de la com. Oui, on en revenait un peu au sujet de début, c'est-à-dire malheureusement l'effondrement du niveau, parce que on a quand même affaire à des gens qui manient les concepts politiques, peut-être sans avoir la capacité à le faire, je suis désolé. Parce qu'ils font du mimétisme. Oui. Regardez, c'est du mimétisme de la gauche. Oui. En fait, c'est exactement la même chose. C'est ça. C'est bon... L'autre aspect, voilà, et c'est là où on peut les écouter, c'est lorsqu'ils disent que, en fait, c'est pour faire des coups d'éclat et mettre la gauche face à ses contradictions. Mais voilà, on en revient. La gauche, elle est née des contradictions, et elle vit de ses contradictions, elle le vit très bien et elle s'en fiche complètement. Donc mettre la gauche dans ses contradictions, ça veut dire mettre un gauchiste face à ses contradictions, ça l'a jamais fait changer, quoi. Et encore une fois, a priori, si les gens sont de droite, c'est parce qu'ils sont pas de gauche. Donc il faudra peut-être commencer à pas utiliser ni leur méthode, ni leur concept, ni leur discours. J'ai l'impression de m'écouter, Arthur, décidément. Je vous répète. Revenez quand vous voulez. Vous êtes mon idole. Non, écoutez, on va passer, il nous reste quelques minutes, on va parler d'un sujet beaucoup plus grave, qui sont les grooming gangs, donc les suites du scandale. Donc on se souvient de ce scandale épouvantable qui a été suivi d'un audit tout aussi accablant qui a été réalisé pour le Premier ministre Keir Starmer, donc. Et ce dernier, qui avait été d'ailleurs pris à partie directement et publiquement par Elon Musk pour avoir été complice de ces viols de masse,
donc a confirmé que les réseaux de prédateurs sexuels qui ont frappé le pays pendant des décennies, on ne parle pas d'années, on parle de décennies, allaient faire l'objet d'une enquête publique. Alors il était temps, alors de mon point de vue, toujours un peu prosaïque, je me suis dit en gros le système est pris la main dans le sac, donc il fait un petit geste pour se dédouaner, mais peut-être est-ce que vous pensez qu'au contraire c'est une révélation et que les choses vont vraiment changer. Alors est-ce qu'on sait ce qui va se passer déjà et comment il faut interpréter je crois qu'il faut déjà repréciser que si Keir Starmer, le Premier ministre travailliste actuel, a été mis en cause, c'est à très juste titre puisqu'il était procureur général de la Couronne dans les années 2010, l'équivalent du procureur général près de la Cour de cassation, donc l'homme qui donne les instructions au parquet de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Et il fait partie des hommes qui ont contribué à enterrer cette affaire. Donc il est effectivement très impliqué dans cette affaire. Ce qui expliquait qu'il n'avait pas voulu lancer une enquête, c'est un revirement de sa part. Tant que une enquête indépendante ayant été menée, et il se sent obligé de faire ce que les Anglais avaient déjà fait, d'ailleurs dans les années, là aussi, 2005-2015, c'est-à-dire une vaste enquête sur la pédophilie, qui avait d'ailleurs donné d'excellents résultats, bien plus efficaces qu'en France, quand les Anglais s'y mettent, généralement c'est efficace. Là, on ne sait pas jusqu'où ils vont aller, puisque en théorie, il faudrait que toute la police soit auditée, que toute la justice soit auditée, et que la plupart des victimes les élus locaux... Non, mais ce que je veux dire, ça va remettre en cause la manière dont la police a couvert les crimes, ça va remettre en cause la manière dont la justice a couvert les crimes, ça va remettre en cause la manière dont les élus locaux ont participé pour certains d'entre eux ou ont couvert pour d'autres ces crimes. Donc, autrement dit, c'est un séisme politique majeur. Je pense que Nigel Farage, qui est en train avec son parti, qui est en train, Reform UK, si je ne m'abuse, qui est en train de tailler des croupières aux conservateurs, n'est pas étranger à la manière dont Keir Starmer se sent obligé de montrer qu'il s'intéresse à ce sujet pour éviter que le parti de Farage ne progresse encore plus dans les sondages et ensuite dans les urnes. Mais ce qui est étonnant, c'est que je me dis, en fait, dans ce genre d'enquête pourrait arriver dans tous les pays, sauf en France, en fait. Il y a quand même un espèce de pragmatisme, malsain évidemment. Quand on voit la carrière de ce type-là et ce qu'il a fait, on se dit il est quand même culotté d'ouvrir une enquête alors que c'est le premier coupable. Mais il le fait. Nous, en France, on serait infoutus de faire ça, et au contraire, on avait un réflexe un peu de Mélenchon, c'est-à-dire qu'on vous dit ça marche pas, lui il va aller encore plus loin, il va gueuler encore plus fort, il va taper encore plus fort. Donc je me dis, au moins les Anglais, Dieu sait que je les aime pas, mais au moins eux pourraient être capables vraiment d'aller au fin fond, parce qu'en effet ça va jusque dans le petit maire pakistanais du bled qui a fait croquer ses cousins, ses copains, qui a couvert ou qui au passage a pris de l'argent sur la prostitution des gamines. Je veux dire, tout le monde est mouillé là-dedans, tout le monde. Mais ils sont capables de vraiment mettre à poil, de tout mettre sur la table. C'est pire que de la prostitution, c'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage sexuel, c'est bien sûr. Monstrueux. Mais bon, en France, vous savez, il y a probablement ça dans un certain nombre de banlieues françaises. On l'a même avec les alors ça s'appelle plus l'aide sociale à l'enfance. Voilà, l'aide sociale à l'enfance. Je veux dire, dans les chiffres officiels, je parle des chiffres officiels, on est à 20 000. 20 000 quoi. 20 000 prostitutions enfantines autour des centres d'aide sociale à l'enfance. Chiffres officiels, donc vous imaginez les vrais chiffres. Et les témoignages qu'on a reçus d'éducateurs dans les centres, ils voient une gamine qui revient à demi dénudée, le bras piqué et un cocard. Après 24 heures d'absence, ils mettent sur la fiche « à fuguer ». Point. C'est même... Alors, on sait très bien qu'a priori, elle n'a pas fugué, quoi. Là, il y a une enquête à faire. Il y a une enquête. Il y a une enquête. Il y a une enquête parlementaire qui, pour le moment, et c'est absolument admirable, a abouti à une conclusion. Il faut plus de moyens à l'aide sociale à l'enfance. Mais il y avait des députés RN qui font partie de cette commission d'enquête. On les a reçus ici en essayant de leur faire avouer. Mais enfin, d'ailleurs, en plus, ce sont des enquêteurs. Ils ne sont pas membres de l'association de l'aide sociale à l'enfance. En essayant de leur faire dire qu'il y avait quand même un horrible problème et surtout un scandale moralement inacceptable de ces enfants retirés à leurs parents et donnés à l'État sous prétexte que l'État allait forcément s'occuper mieux d'eux, puisque l'État en France est réputé tout faire mieux. La stratégie industrielle, c'est mieux. Le commerce, c'est mieux. L'éducation, c'est mieux. Le sexe, c'est mieux. Tout mieux. La présidence de la République, mieux. Et ben là, l'aide sociale à l'enfance, une faillite immense. Et encore, la prostitution n'est que
l'un des aspects de la faillite de l'aide sociale à l'enfance, eh bien, même les députés RN n'ont pas été capables de cracher la Valda, comme quoi il y avait un scandale ahurissant. Dans l'aide sociale à l'enfance, quand on parle de manque de moyens, c'est parce que les moyens sont captés par ce qu'on appelle les mineurs isolés, les mineurs étrangers isolés, qui ne sont pas toujours mineurs, qui ne sont pas toujours isolés, mais qui captent les moyens, qui saturent les moyens. C'est une des causes, ça, majeure. Xavier Van Lier, dans 1 minute. Est-ce que vous avez un mot à dire sur l'affaire des grooming gangs et de l'enquête qui se déroule en Angleterre? En fait, les commissions d'enquête, c'est parfois fait aussi pour enterrer ou masquer l'essentiel. J'ai un peu peur qu'on traite ça comme une sorte de dysfonctionnement administratif, alors qu'en réalité, les grooming gangs et la façon dont ces malheureuses petites Britanniques de souche ont été exploitées sexuellement, réduites en esclavage, à mon avis, tient surtout un dysfonctionnement idéologique. Et ce qui sera intéressant, c'est de voir si la commission d'enquête va jusque-là, parce qu'en réalité, si ça a pu se produire, c'est parce que l'idéologie antiraciste voulait laisser croire que, bien évidemment, les Pakistanais ne pouvaient pas être des criminels et des petites blanches ne pouvaient pas être des victimes. Oui. Et que lorsque cela se produisait, il ne fallait pas que ça se sache pour ne pas faire le jeu de qui l'on sait. Voilà, exactement. Il fallait que la réalité soit conforme à l'idéologie. Si la commission d'enquête aboutit à cela, ce sera évidemment merveilleux, mais j'ai quelques doutes toutefois. D'abord, alors l'émission se termine malheureusement, mais je dois signaler que cette logique de pensée gauchiste se poursuit, puisque pour ce que j'ai pu lire dans la presse en préparant le sujet, aussi bien anglaise que française, la presse de gauche détourne totalement le sujet, non pas vers les vrais coupables qui sont des musulmans pakistanais, donc des étrangers, mais vers la masculinité. C'est-à-dire qu'on explique, dans le monde, ils expliquent que ce sont des hommes. Ah oui. Des hommes. Mais ils ont expliqué ça sur les ils ont expliqué ça avec les émeutes, les razzias. de la Champions Ce n'est pas nouveau, je vous le concède, mais cette émission se termine, on en parle la semaine prochaine. Merci à tous, Richard de Sèze, Arthur de Vatrigan, Xavier Van Lier, Jean-Yves Le Gallou et Claudio. À la semaine prochaine, chers auditeurs, pour un autre rendez-vous de la réinformation.